Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur Radioverse, la web radio, disponible sur internet radioverse.fr et sur toutes les plateformes d'écoute, etc., etc., etc. Aujourd'hui, donc précédemment, nous allons parler de dinosaures, enfin pas vraiment, nous allons parler de l'idéologie derrière les dinosaures, entre autres, et pour cela, nous allons parler du livre « Les dinosaures rêvent-ils d'Hollywood ?» avec Yann Larue. Bonsoir Yann Larue. Bonsoir Christophe et merci beaucoup pour la présentation. Oui, alors on va parler de dinosaures et de dinosaures femelles. Exactement, comme l'avait écrit Michael Crichton. Comment on le prononce? Crichton? Ah là là, Bon. Crichton, on ne sait pas comment ça se prononce. Oui, le règne des femelles, qui est encore tellement important dans les romans de dinosaures les plus contemporains. Ben oui, évidemment. Donc, les dinosaures rêvent-elles d'Hollywood? C'est pas un lapsus, c'est vraiment rêvent-elles. C'est vraiment elle. Est-ce qu'elle rêve? Et ça fait un peu penser à la chanson d'Anne Sylvestre, Je suis un dinosaure, zor, 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 zor. Et à un moment, elle dit, j'aperçois mon mâle qui dort. Donc, ce dinosaure est par définition une femelle. Voilà de quoi on va parler. Parfait. On va parler de tout ça et un peu plus, comme vous allez le voir tout à l'heure. C'est sous-titré ou comment l'industrie du cinéma vulgarise la culture du viol. Et alors on parle beaucoup de cinéma sur Radioverse, donc le livre m'a intéressé. Avant d'aller plus loin, faut que je vous explique comment j'ai découvert votre livre. Alors, je l'ai découvert par hasard. Je cherchais de la documentation pour une émission consacrée justement à la saga Jurassic Park. Et puis, j'ai trouvé votre livre, j'ai noté les références, j'ai été le chercher, j'ai commencé à le lire. Alors, pour être honnête, le titre m'a attiré, hein, vraiment. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Ok. Et puis je suis rentré dedans dès l'introduction. On va en parler. Il y a un ton tout de suite dans l'introduction. On parlera de votre style d'écriture un peu plus tard. Et j'ai adoré le livre et je m'attendais pas à apprendre autant en fait que ce que j'ai appris. Et j'aimerais bien qu'on insister avant de démarrer l'entretien sur ça. Votre livre, il a un ton faussement joué, j'ai envie de dire, faussement léger. Mais alors, c'est Oui. extrêmement carré, extrêmement référencé, et c'est une écriture, l'air de rien, j'allais dire, rentre dedans. J'espère que ça vous Ah bah c'est tout vexe à fait pas. ça. Non, bah pas du tout, au contraire, c'est vraiment toujours ce qu'on a voulu faire, moi et mes jeunes camarades. Disons qu'on se réfère toujours à ce qu'on pourrait appeler le réalisme patriarcal, un peu pour jouer sur le réalisme capitaliste de Mark Fisher. C'est étonnant, ce mec, il est mort depuis des années. Il a écrit un petit bouquin minuscule où il a une idée centrale. Est-ce qu'on peut imaginer autre chose que le capitalisme? On ne peut pas. Eh ben, moi j'ai envie de dire pareil pour le patriarcat. On dirait que les gens, ils n'arrivent pas à imaginer autre chose. Et ce bouquin, ça s'inscrit dans cette démarche-là. C'est-à-dire le but, c'est quand même de réfléchir un peu d'une manière un peu féministe sur les dinosaures. Parce que ce qui m'a frappé, moi, et ce qui est la base du bouquin, c'est pourquoi le Tyrannosaurus rex a-t-il toujours la bouche ouverte? On remarque ça, c'est évident. Enfin, on va, je sais pas, dans les magasins, sur les couvertures des bouquins, quoi encore, enfin les jouets d'enfants, etc. Ra, 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 le dinosaure, le T-Rex, roi des dinosaures. Il y a même un bouquin sur de Jean Leloeuf sur le King T-Rex. Enfin, l'espèce d'obsession de la royauté, de la supériorité, de la carnivorité, si j'ose dire. Je sais pas si ça se dit, et vraiment de la prédation, quoi. C'est l'idée de la prédation absolue. Or, la pauvre bête ne devait quand même pas vivre avec la gueule ouverte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça devait être un peu pénible pour les mâchoires au bout d'un moment, je pense, d'avoir la gueule ouverte comme ça tout le temps, je crois. Enfin voilà, donc. Vous savez quoi? C'est quelque chose dont je me suis rendu compte en lisant votre livre. Et j'avoue, hein, que je me souviens de mes jeux d'enfant. Il y avait effectivement des dinosaures gueule ouverte, dont le Prédateur, voilà. ouais. C'était vraiment, vraiment, et dans ma tête, c'était le dinosaure le plus fort du monde, quoi. Parce qu'il avait la gueule ouverte. C'est comment on est matrixé dès l'enfance, c'est quand même ahurissant, quoi.
Bah, c'est assez marrant. En plus, vous êtes un garçon. J'y insiste, parce que là, pour le coup, c'est très frappant. Moi, j'ai regardé, tous les trucs, les gens réfléchissent pas trop sur les commentaires Amazon, par exemple. «Ah, mon petit garçon a adoré». Ils se rendent pas compte qu'ils parlent que des garçons et qu'on est en train de dresser les pauvres garçons à être des espèces de prédateurs à la gueule ouverte comme le T-Rex, il y a une espèce d'obligation d'être le plus fort, le plus terrible, le plus prédateur, le plus mangeur de viande rouge, enfin tout ce que vous voulez. La prédation, on parlait tout à l'heure de Jurassic Park, elle est immense. Alors, je me souviens plus le quota de bestioles dans Jurassic Park, mais à un moment, il y a les deux gamins tête à claque. Là, il y en a un qui dit à l'autre, ah oui, il y a 14 herbivores, c'est pas des herbivores, hein, c'est des végétivores, mais enfin bon, pour 5 prédateurs. Mais c'est un rapport énorme. Ça n'existe pas dans la nature, c'est n'importe quoi. Donc une insistance à la prédation qui est absolument énorme et c'est ça qui m'a frappé, comment cette prédation entrait vraiment, je veux dire, en écho avec la culture du viol telle qu'elle est promulguée, il n'y a pas d'autre mot, par tout le monde, hein, nos représentants politiques, oui, mais également nos livres, notre culture, nos films avec des femmes tuées, pourchassées, etc. Enfin, il y a tout ça, quoi. Donc, et finalement, les dinosaures, ils font partie de la danse, hein, ils font partie de toute cette histoire, de toute cette espèce de vulgate qu'on subit et dont on ne se rend même pas compte. Quand même. C'est quand même fou d'avoir besoin d'écrire un fucking bouquin pour dire une chose aussi élémentaire quand on y pense. C'est très simple. Comment ça se fait que personne ne s'en aperçoit, on représente des dinosaures ou à la gueule ouverte tout le temps, et que ce dinosaure, c'est le T-Rex le plus grand, le plus beau, le plus fort, T-Rex Superstar. Voilà le titre de Jean Le Leuf. Voilà, c'est ça, T-Rex Superstar. Pourquoi T-Rex est Superstar? En plus, il y en a des mieux que lui, en vrai, du point de vue mâchoire. Par exemple, le pinson de Darwin, il a une mâchoire supérieure à celle du T-Rex, si on veut vraiment. Puis je pense qu'il y a certains crocodiles particulièrement goulayants, vous savez, qu'on trouve. Je pense que là, question mâchoire, c'est même pas vrai que ce soit le T-Rex le plus fort. Et puis quel intérêt d'être le plus fort? Pourquoi on nous balance toujours cette histoire qu'il faut être un garçon, c'est-à-dire être le plus fort, etc. C'est affreux quand on y pense. Voilà, c'est ça l'idée, en gros. Voilà. Non, non, mais c'est très bien, ça fait réfléchir, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis rendu compte de certains détails, entre guillemets, détails, de dont je n'avais pas pris conscience, pardon, avant la lecture du livre. Mais à ce que vous, nous racontez, c'est aussi à mon avis, un effet du capitalisme, quoi. On doit Bah être, oui. les plus forts, les plus compétitifs, on doit écraser les autres. À un moment donné, vous parlez de rouleau compresseur dans le livre pour la culture, mais je tease, hein, j'y reviendrai un peu plus tard. C'est exactement ça qu'on nous demande, et les victimes, comme vous le dites dans votre livre, et comme en ouvrant les yeux, on s'en aperçoit, bah, ce sont les femmes, quoi. Oui, Entre bah, les femmes et les hommes aussi. Enfin, tout le monde est victime du réalisme capitaliste, hein, de l'idée que, bah, oui, j'y reviens peut-être à Mark Fisher, parce que il y a beaucoup de gens avec qui je travaille et des jeunes, hein, des jeunes qui reviennent à Mark Fisher. C'est quelque chose d'étonnant, cette façon qu'il a eue, de dire: «Mais comment se fait-il qu'on ne peut plus imaginer autre chose que le capitalisme et que c'est devenu la réalité, le réalisme, soyons réalistes». Vous voyez, des choses comme ça, on ne peut plus imaginer autre chose. C'est pour ça que je parle aussi de réalisme patriarcal. De toute façon, les choses vont ensemble. Il y a un bouquin de Federici, le capitalisme patriarcal. Les deux vont ensemble, hein. Puis de toute façon, le capitalisme repose aussi sur la cellule familiale, la mère qui travaille et dont le produit du travail n'est pas compté dans le produit national brut du pays. Si c'était compté, ça ferait exploser toutes les lignes. Donc, on a besoin d'une cellule familiale avec une femme esclave qui travaille pour le mari, pour les enfants et en plus qui travaille pour la société. Un mec qui est construit sur un modèle de je suis le plus fort, etc. Je suis un gros tyrannosaure qui bouffe tout le monde et qui a tout le temps la gueule ouverte, prêt à bouffer tout le monde à tour de bras. Donc on construit ça. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que les jeunes en parlent. Par exemple, Illegally Blondes sur Internet, elles en parlent dans leurs dernières vidéos. C'est deux jeunes femmes. Elles doivent avoir 25 ans maximum, mais elles en parlent. Et je pense aussi à un texte qui vient de paraître qui s'appelle C'est extra, à propos de l'imaginaire et le réalisme extraterrestre. C'est aux éditions Les Plis du Ciel, hein, dirigé par Christelle Desbordes. Et ben encore cette réflexion sur le réalisme capitaliste dont
on a l'impression qu'on ne peut pas sortir parce qu'on n'arrive pas à inventer autre chose. C'est comme si la formule qui a été tellement employée par les altermondialistes, un autre monde est possible, c'est comme si plus aucun autre monde n'était possible. Alors je suis frappée de voir aussi parmi les gens avec qui je travaille, notamment Expo 156, c'est un groupe de chercheurs et d'artistes nancéens. Et leur dernier projet, c'est la Piuta. C'est-à-dire, la Piuta, on peut pas dire la Puta, c'est la Puta, alors on dit la Piuta, vous voyez, le château dans le ciel, quoi. Tout ce qui fuit vers le ciel, de Nounours au château dans le ciel. Et l'idée, c'est non, on n'est pas obligé d'être Elon Musk et de considérer qu'on va fuir sur Mars. On peut fuir, c'est une fuite peut-être, mais une fuite dans l'imaginaire, une fuite heureuse dans le ciel, etc. Donc il y a comme une espèce de réflexion globale pour, comment dire, c'est comme s'il y avait une énorme boule de béton capitaliste et sexiste et patriarcal et raciste, et qu'au milieu de tout ça, il y avait 36 000 petites fissures. Je parle comme Mao Tse-tung, que sans fleurs s'épanouissent. Bon, c'est ridicule, mais je veux dire, c'est comme s'il y avait des petits ruisseaux là qui partaient un peu dans tous les sens autour de la réflexion, autour de Max Fischer, autour de l'idée de la science-fiction qui est tellement importante pour ça, l'idée d'évasion, l'idée de fuite. Mais l'idée où survivre bien, où survivre joyeusement. Il ne s'agit pas de survivre dans un monde post-apo comme on nous le propose de façon lugubre et somme toute assez récurrente. Non, non, quelque chose de plus libre, de plus lumineux, avec une perspective beaucoup plus joyeuse. Et du coup, je ne sais pas comment on arrivera à faire qu'un autre monde soit possible, mais bon, on y va par petits coups. Hein. C'est comme si on frappait un fossile avec un tout petit marteau, si vous voyez la comparaison. C'est exactement ce qui se passe. Donc moi j'ai écrit le bouquin sur les dinosaures. Illegally Blondes, elles font leurs vidéos sur la culture pop contemporaine, et vous faites de la radio pour réunir tout ça, quoi. C'est ça qui est important, quoi. C'est vrai qu'il y a des petites, et même tout le travail de mon éditrice Auristelle Bonis, ça relève de la même chose. Son édition s'appelle X, I-X-E. Ça veut dire l'inconnu E. Et ça renvoie à la fameuse très grande performance des premières féministes des grandes années, si j'ose dire, la performance historique, l'Arc de Triomphe, hein, c'était où on avait à ce moment-là tombe du soldat inconnu, alors les grandes manifestations autour de la tombe du soldat inconnu, et elles ont fait une manifestation. Qu'est-ce qu'il y a de plus inconnu que le soldat inconnu? Sa femme. Donc c'était ça, la X, l'inconnu. Donc tout ça, c'est des petits ruisseaux, hein, dont on espère qu'ils feront un jour des grandes rivières. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois très bien. Oui, Je vous entends parler là et j'ai l'impression de lire votre livre. C'est-à-dire que je me suis posé la question, hein, j'ai amorcé tout à l'heure en disant que vous étiez très rentre dedans, et là je vous entends parler et j'ai vraiment l'impression de lire votre livre, c'est-à-dire d'avoir vraiment quelqu'un qui me dit regarde là, c'est plus intelligent de regarder ça plutôt que de regarder ça, et c'est très doux et en même temps c'est très encore une fois rentre dedans, hein, je suis désolé, je reprends ce terme-là, et c'est Oui. génial, quoi. Je sais pas. En tout cas, je prône pas spécialement la douceur comme grande valeur. J'aime mieux, mais je pense qu'effectivement, il y a un problème il faut dire la vérité, il faut dire les choses en face. Enfin, il y a beaucoup notamment à la fac, tout ça, beaucoup de rhétorique, beaucoup de façons il faut le trop et le peu, le moyen. Bon, c'est pas grave d'y aller carrément. C'est même plutôt plus efficace quand on n'a pas de temps à perdre. Les gens n'ont pas de temps à perdre, et on va pas commencer à faire de la rhétorique, à traîner, à dire oui, il y a le pour, il y a le contre. On pourrait aller jusqu'à dire que non, on le dit, et puis si les gens sont pas contents, ils le disent et on peut discuter. C'est pas non plus. Moi, je crois que c'est vraiment une pratique. C'est-à-dire que c'est ça, le rentre dedans. Tout de suite, on se fait accuser d'être une virago, d'être je sais pas quoi. Il y a cette dimension-là, hein, de haine des femmes viriles, comme dit Suzanne, chanteuse. Non, mais c'est pas viril, ça n'a rien de viril, tout ça c'est débile. C'est juste vouloir dire les choses telles qu'elles semblent être, et de façon à faire une sorte de point sur les choses. Alors évidemment, on peut trouver ça dur parce que ce film-là,
Jurassic Park numéro 1. Tout le monde considère que c'est un film génial, un film culte. Et moi, je suis là à dire que c'est un film atrocement sexiste où le mec, au début, dans la grande scène, il tourne la tête de la femme avec la main. Il l'attrape comme si c'était un cheval dont il tirait sur les rênes, quoi, pour lui montrer la grande titanosaure là, ou j'ai plutôt diplodocus, la grande bête qui est là et qui énorme animal. Voilà. Bon, il montre ça. Et puis après, il y a tout ce bazar sur les plantes. Et là, c'est pas par hasard. Elle est spécialiste des plantes, la fille. Or, les autres, c'est les carnivores. Elle est herbivore, elle est végétarienne. En quelque sorte, vous voyez, le fantasme du végétarien par rapport au carnivore. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Alors que les autres, ils veulent du T-Rex, ils veulent de la bonne viande, ils veulent que tout le monde soit poursuivi, pourchassé, dévoré. C'est un peu ce qu'on reproche au documentaire animalier, quoi. C'est toujours basé sur la prédation, sur le fait alors, soit des conneries du genre, la saison des amours a commencé, les mâles, les femelles, pour s'attirer les grâces des femelles, la femelle, enfin, de toutes les conneries comme ça. Bon, soit on a cette espèce de discours sexiste, anthropomorphique, hein, où on s'attaque en quelque sorte, on reproduit vraiment l'anthropomorphisme humain et les idées les plus éculées sur les rapports masculins-féminins, soit on a la prédation. Donc c'est assez lamentable tout ça. Mais c'est vrai que bon, dire que ce fameux film est assez lamentable, bon, les gens, je ne veux pas me faire des amis comme on dit, hein, les gens adorent ce film et considèrent que c'est extraordinaire. Et ben non, parce qu'en fait, de quoi il s'agit là? Ils sont là, la larme à l'œil, à contempler la reproduction des merveilleuses des dinosaures, et ça engendre leur propre reproduction, donc croisser et multiplier. On se retrouve dans des thèmes bibliques éculés, sous-jacents, hein, dans le film, dans Jurassic Park. C'est assez présent, somme toute, hein, ça. Et finalement, le seul grand film de dinosaures, c'est celui de 1954. Hein, il y a pas, c'est Godzilla numéro 1, le seul, l'unique. C'est avec où Godzilla, il est à la fois il est la plaie et le couteau, hein, il est la proie et le bourreau. Il est à la fois celui par qui vient l'horreur, la terreur, la peur des tremblements de terre, que ce pas qui fait blanc, blanc, blanc. Bon, bah, c'est terrible, c'est terrible. C'est le tremblement de terre dont les Japonais sont terriblement affectés. Enfin, et en même temps, il est la bombe. Et il est à la fois celui qui subit, celui qui est. Et à un moment dans ce film, il y a une immense déploration, un chant de déploration qui dure des plombes, hein, il n'y a pas d'autre mot, et qui renvoie justement au désespoir des Japonais par rapport à la bombe d'Hiroshima et de Nagasaki, quoi. Donc ça, c'est un grand film, 1954 Godzilla. Mais est-ce que vraiment on peut dire que les machins sur les dinosaures, c'est des grands films? Non, c'est des films sexistes. C'est peut-être des grands films et des grands films sexistes. Alors voilà, c'est ça le problème. Ok, bah c'est passionnant. Je vais revenir sur 2-3 points que vous avez dit, notamment sur l'aspect documentaire animalier. Vous en parlez dans votre livre. On va y revenir plus tard. Sur Mark Fisher, je pense qu'il y a aussi le fait que ça vient d'être réédité. Je crois l'année dernière, tous ces écrits de mémoire aux éditions présentes, mais je vérifierai et je mettrai les bons liens dans la description de l'épisode. Et sur la scène dont vous venez de parler, sur Jurassic Park, et cette façon qu'a le héros, entre guillemets, de tourner autoritairement la tête de l'héroïne, j'y reviendrai un peu plus tard. C'est très dense, hein. Tout ce que vous venez de nous dire là, c'est comme votre livre. On pense pas que sur un sujet qui peut paraître aussi léger, ça déchire le voile, quoi, un petit peu, Il pour n'y nous a montrer pas la réalité derrière. Je trouve Oui. ça passionnant. Ah merci, mais vous avez raison, il n'y a pas de sujet léger. Il y a Oui. pas, rien n'est léger. Et c'est ça le problème de Mark Fisher, c'est que il est partout, le capitalisme, à tel point que on ne voit que lui, et du coup on n'arrive pas à voir autre chose. Et c'est pareil pour tout ce qui est sexisme. On ne voit pas, quoi, la façon dont sont photographiées les femmes par rapport aux hommes sur les couvertures des journaux, rien que ça.
la façon dont on met en valeur des corps pour les femmes et des têtes pour les mecs, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout et n'importe quoi. Les blogueuses de rouge à lèvres sur Internet, la façon dont les filles parlent de crochet et les mecs de mécanique. On est vraiment dans un discours tellement obsessionnellement genré, tellement péniblement sexiste que les gens n'arrivent pas à imaginer qu'un autre monde est possible. Et c'est frappant de voir que quand on commence à réfléchir même sur les civilisations anciennes où potentiellement les femmes auraient eu beaucoup de pouvoir, on dit oh non, c'est pas vrai, les hommes, il y a toujours eu un roi, c'est normal. Enfin, il y a une espèce d'idée que le mec roi, ça a toujours été comme ça. Bon ben non, non, c'est pas vrai, c'est des façons de voir. Et ça bousille tout, ça bousille l'archéologie, ça bousille l'anthropologie. On pense à toutes les erreurs qui ont été faites avec les corps, les squelettes. On croyait que c'était des hommes, eh ben non, c'était des femmes, par exemple. Vous voyez, des choses comme ça. Ah ben il y avait des bijoux, donc c'est des femmes. Bon ben non, Coco, c'est pas parce qu'il y a des bijoux que c'est des femmes, etc., etc. Et ça, c'est vraiment, moi je pense que c'est pour ça que c'est important, Mark Fisher, c'est vraiment l'idée qu'on est tellement obnubilé par quelque chose qu'on n'arrive plus à voir, mais simplement voir que autre chose est possible et autre chose a existé potentiellement. Et ça, c'est terrible. Je sais plus quelle est sa formule exacte. Il dit oui, ce qui est terrible avec le capitalisme, c'est qu'on imagine on imaginerait plutôt la fin du monde que la fin du capitalisme. Je crois que c'est ça sa formule. Je sais plus très bien, mais c'est quelque chose du genre. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer autre chose, la fin du capitalisme. Ce n'est plus possible. Et donc, il faut de nouveau rendre ça possible par tous les moyens, y compris les petites choses légères, comme les films de Dino. Effectivement, et les commentaires sur Internet. Mon petit garçon a adoré. J'ai un jeu pour mon petit garçon où les gens réfléchissent même pas qu'ils offrent ça à leur garçon pendant que la Barbie ça pour les filles. Vraiment, c'est un manque de réflexion, mais tellement généralisé. C'est ça, quoi, le problème. Enfin, voilà. Avant de reparler de votre livre, je veux bien qu'on fasse comme il est de coutume dans cette émission, de commencer par parler de vous un peu. Vous êtes essayiste, écrivaine, vous peignez aussi. J'ai vu ça sur votre Instagram. On mettra le lien de l'Instagram dans la description de l'épisode et sur notre site internet. Et j'ai vu que vous avez écrit pas mal de livres, notamment un que j'ai acheté il y a peu, c'est Histoire de l'art d'un mauvais genre, que je vais lire avec attention parce que le sujet me passionne. Vous avez aussi beaucoup écrit sur Delacroix. Est-ce que cet attrait pour l'art, ça vient de votre formation ou c'est autre chose? Oh ben, en fait, c'est vraiment un hasard, parce qu'il fallait gagner sa vie. Alors, à l'époque, on pouvait passer des concours, pour gagner sa vie, c'était pas mal, donc j'ai passé des concours. Vous voyez, c'est pas plus que ça. Du coup, après, c'est à l'époque, il y avait pas les difficultés que peut-être qu'ont les jeunes maintenant à trouver une carrière, et cetera. Mais en gros, on passait un concours, on entrait dans une école, on était payé. Moi, tout ce qui comptait pour moi, c'est d'être payé, j'avais aucune autre ambition. Et après, on passait l'agrégation, et après, il fallait encore passer, je sais plus quoi, la thèse, et puis ensuite l'habilitation, et on se retrouvait en quelque sorte prof de fac, sans avoir eu tellement à réfléchir à d'éventuels, comment dire, d'éventuels aiguillages ailleurs. C'est-à-dire que c'était, on allait de concours en concours, voilà, jusqu'à ce qu'on se retrouve à finalement devenir, ce qui a été mon cas, enseignante-chercheuse. Donc j'ai travaillé comme prof de fac, à Villetaneuse plus exactement, qu'on appelle maintenant Paris Sorbonne Cité, mais ça n'a rien à voir avec la Sorbonne ni avec la Cité, c'est Paris, c'est Paris 13 Villetaneuse, où on avait une très très grande liberté de travail et où j'ai pu monter un master professionnel. Là encore, comme vous disiez, la politique elle agit pas directement. Là, c'était un master destiné à apprendre, à donner un métier dans les mains des filles en quelque sorte, un métier de graphisme, on leur apprenait à faire des flyers, à monter des expos, à gérer de façon à ce qu'elles puissent après faire tout ce qu'elles voulaient. Enfin, je dis elles parce que j'emploie le féminin majoritaire. Il y avait quelques garçons que je salue au passage s'ils sont là, mais disons que c'était une majorité de filles et on voulait vraiment mettre un métier dans les mains des filles. Donc c'était pas directement
un master sur le genre, un master sur le féminisme, le rapport au masculin, les mecs en rapport avec eux-mêmes et avec tout ce qu'on leur impose, etc. C'était pas ça. C'était juste un truc concret pour qu'elles aient un boulot et que ça aille. Et du coup, c'était assez séduisant comme expérience. Et ce métier m'a permis d'écrire effectivement beaucoup de livres. Et j'en ai écrit plein. Alors, il y en a toutes sortes. Hein. Il y en a, c'est juste des compendiums pour les étudiants. C'est-à-dire, il y avait une année, il y avait un concours, les gens devaient lire telles œuvres, etc. Bon, ben, on écrivait des bouquins, pas que moi, hein, des tas de gens écrivaient des petits livres comme ça qui aidaient les étudiants et étudiantes à préparer leur concours. Donc, on faisait ça. Et puis, moi, j'ai toujours fait effectivement de la peinture, des trucs artistiques, etc. Et je l'ai toujours fait ça, hein, depuis toujours, et je faisais toujours ça. J'étais peintre du dimanche. Et puis finalement, j'ai fait pas mal d'expositions ces temps-ci. J'ai eu plus de temps, donc j'ai pu me développer un peu plus cette histoire de peinture et des petites sculptures, de la peinture, des petites déesses sculptées, des choses comme ça, quoi. Donc ça s'est un peu développé après. Parce que bon, c'est vrai que j'ai arrêté d'écrire au moment de la retraite parce que j'étais très fatiguée de me battre contre les éditeurs. J'ai connu de très bonnes éditrices, adorables, fortes, intelligentes et brillantes, mais globalement, mis à part elles, quelques-unes, c'était vraiment très dur de s'imposer dans ce milieu quand on n'est pas un mec. C'est même pas la peine, quoi. Alors, j'ai un prénom à consonance masculine qui m'a bien aidée. Parce que forcément, et c'est assez amusant, parce qu'avant j'avais un prénom féminin, et puis le livre que j'avais écrit qui s'appelait Libère-toi cyborg. Mon éditrice a dit bon, ça serait pas malin de publier ça sous un prénom féminin, ça va encore rater. On va mettre un prénom masculin. Et c'est comme ça que j'ai changé mon prénom peu à peu et que c'est devenu Yann avec un tréma sur le i pour distinguer de Yann au masculin, mais que ça sonne comme un nom masculin. Et du coup, le livre a eu un succès fou alors que les autres n'avaient eu aucun succès. Donc j'ai prouvé à quel point le monde de l'édition est un monde mais épouvantable, d'un sexisme atroce, quelques pauvres éditrices qui travaillent énormément et essaient de surnager au milieu d'une bande de mecs absolument odieux. Et du coup, j'en ai eu marre, quoi. J'en ai eu marre de tous ces gens et j'ai arrêté d'écrire. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait beaucoup de peinture, oui. C'est fou là ce que vous me racontez. J'avais vu qu'il y avait 2 orthographes pour votre prénom, mais j'avais pas lié ça à la parution de Libère-toi Cyborg, qui a eu un prix en plus. Ben oui, il a eu un prix. Oui. Alors que sous le prénom féminin, on n'avait rien. Hein. C'est même pas la peine d'y penser. Donc il y a vraiment. Là, j'ai finalement montré quelque chose. J'ai prouvé à quel point ce monde de l'édition était une abomination sexiste de première bourre et que c'était plus la peine d'aller traîner ses guêtres là-dedans. Autant s'en aller, quoi. Ça valait pas le coup. Dès qu'on a quelque chose à dire, c'est pas la peine. Hein. Donc c'est pas là où les choses se diront. J'ai l'impression que c'est à la radio. Là, je vois les filles, les Illegally Blondes, qui font des vidéos. Expo 156, il et elle font des trucs sur Instagram. Enfin, j'ai l'impression que le livre masculin traduit, c'est plus la peine, quoi. Enfin, j'exagère peut-être un peu. Là, j'exagère un peu. Là, je suis un peu en colère. C'est pas très sérieux, là, comme discours. Mais quand même. Non, mais c'est quand même fou parce que le sous-titre, c'est le pouvoir transformateur de la science-fiction féminine, si je me souviens bien. Féministe, oui, j'ai même mis féministe, pardon. Féministe, oui. Ouais. Et que ce livre reçoive un prix parce qu'on le pense écrit par un homme, c'est quand même dingue, quoi. Forcément. Il y a qu'à voir la valorisation du masculin dans le monde de l'édition. Regardez les gens qu'on interviewe, les gens qui écrivent des bouquins, les gens qui ont des prix. Mais vous voyez, je sais pas, Chloé Delhomme, mais le temps qu'elle a mis à avoir un prix, alors que tous ses collègues masculins du Seuil étaient couverts de prix depuis des années, et elle, c'est seulement il y a 1 an ou 2 qu'elle a eu le prix Médicis, mais c'est incroyable, quoi, quand on y pense. Et bon, c'est que des trucs comme ça, quoi. Donc voilà, quoi. Non, mais ça, ouais, c'est pas le sujet de notre émission tellement. Oui, passons. Mais ouais. Oui, allez-y, terminez quand même la phrase.
Non, 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 j'avais rien de particulier à terminer. Ok, ça T'inquiète marche. pas. Je signale d'ailleurs que votre maison d'édition X, dans lequel est paru Les dinosaures rêvent-elles d'Hollywood, applique la règle de proximité, qui est quand même Oui. plus jolie à la lecture, personnellement, je trouve, que la règle, j'allais dire, entre guillemets, de base. Ben, c'est surtout traditionnel, c'est-à-dire on se réfère à la tradition, c'était comme ça au XVIe siècle, c'était comme ça. Donc il n'y a pas de raison de... on est traditionnaliste, hein, on veut que la langue française soit respectée dans sa continuité. C'est pas du tout une invention, c'est au contraire un retour complet à ce qu'il y a de plus traditionnel dans la langue, contrairement à ce que disent les détracteurs. D'ailleurs, à ce sujet, au sujet de la féminisation de la langue, moi, j'ai jamais rien trouvé de mieux que la vidéo de Syllabus, hein, une fille qui s'appelle Viviane et qui écrit qui fait de la vulgarisation scientifique. Elle a fait une vidéo où elle dit est-ce que l'écriture inclusive a du sens? Et elle le prouve par la neurologie, par les études du cerveau. Elle montre ça scientifiquement avec les études du cerveau. Et c'est radical. C'est-à-dire après, c'est plus la peine de discuter, de dire ah gna gna gna, non, ah oui, ah si, ah là. C'est plié. C'est plié. Il est absolument nécessaire d'employer ce système. Et elle le prouve par le fonctionnement du cerveau humain scientifiquement. Syllabus, elle s'appelle. Donc c'est voilà. Je fais un peu de publicité, mais ça vaut le coup, hein, parce que ça évite des discussions inutiles, des engueulades à Noël autour de la dinde pour savoir s'il faut ou non. Et d'ailleurs, vous savez, le point médian sur les claviers, il a été mis pour complaire aux Catalans, parce que ça fait partie de la langue catalane, et pas du tout pour des raisons de langue inclusive. Donc l'inclusivité, on la fait comme on peut, hein. Alors il y en a, ils mettent tantôt au début, ils citent au masculin, puis au féminin, puis au masculin, puis au féminin. Il y a aussi le système de dire les travailleurs et les travailleuses, de développer, ou alors de dire les travailleureuses, Yel, enfin il y a tout un tas de systèmes, et bon, ben c'est le peuple choisira, hein. Ça a toujours été comme ça, hein. Comme disait von Humboldt à propos des langues, le peuple fait la langue. Donc il va la faire peu à peu, le peuple, avec ce qu'il inventera et ce qui lui semblera bien. On n'a pas à légiférer là-dessus, hein. Il n'y a pas besoin d'une académie française, hein. On pourrait la raser et transformer en parking géant, ce serait aussi bien. Non, peut-être pas en parking géant, il y a assez de bagnoles comme ça à Paris, mais disons quand même que ce serait pas mal de prendre en compte le fait que les gens vont eux-mêmes, elles-mêmes et eux-mêmes développer toute cette histoire-là, parce que la nécessité s'en fait sentir. Et les choses bougent, hein, les choses évoluent. Peut-être grâce à Internet aussi, grâce à, je sais pas, Instagram, tous ces trucs-là dont on dit tant de mal, et où se multiplient des tas de vidéos sur cette femme qui a inventé le vaccin contre tel truc, et c'est son mec qui a eu le prix, tel autre qui a trouvé un crâne, et c'est son mec qui a écrit l'article sans même la citer. Enfin, vous voyez, une espèce de mouvement de fond qui, à mon avis, fonctionne bien en ce moment. Donc, c'est plutôt encourageant, je trouve. Ouais, il y a aussi beaucoup de jeunes créateurs et jeunes créatrices sur Twitch aussi qui ont cette façon de penser entre guillemets et qui est très bien. Moi, je suis très friand des vidéos Twitch, des live Twitch en tout cas. Là, ce que vous venez de dire, c'est intéressant. Double Tri, je vais faire des petites parenthèses, mais tout à l'heure j'ai dit comme quoi les mots c'est important. J'ai dit tout à l'heure rentre dedans, et effectivement vous avez raison. On peut voir un aspect négatif dans le rentre dedans, on peut voir un truc un peu agressif. Mais moi, j'avais pas du tout cette idée là dans ma tête, hein. J'avais vraiment cette idée de ben voilà, vous nous dites les termes pour parler vulgairement, vous nous dites les termes exacts. Et sur le choix des termes et le choix des mots, c'est important. Je recommande l'interview qu'a faite Cécile Fanny sur Radio Verse et qui est disponible en replay de Naïlé du collectif Nous Toutes, où elle parle justement du bon choix de termes, féminicide et non pas crime passionnel, ce genre de termes précis. Donc oui, c'est vraiment très important les mots.
Et sur le même ordre d'idée, je recommande aussi, c'est de l'autopromo, l'interview de Sacha et de Laure qui militent pour le droit des artistes à avoir une sécurité sociale correcte et une assurance chômage correcte, et qui nous parle aussi du mot travailleuse. Donc d'où l'importance des mots. Ces 3 entretiens qu'on a fait en décembre et qui sont encore disponibles en replay, donc n'hésitez pas. Je ferme la parenthèse, pardon. Paraît que je suis forte comme un garçon, que je me bagarre comme un garçon, que j'ai l'air manqué comme un garçon. On dit que j'en ai dans le pantalon, mais moi je suis forte comme une fille. Je sais me battre comme une fille, j'ai la tête haute comme les autres filles. Paraît que je marche comme un garçon, que je dirige, que je suis pas sage quand je me force pas à sourire. Mais on m'écoute pas comme une fille, on me reluque comme une fille. On m'explique tout, on m'explique même le mansplaining. Ici je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers. Quelle importance si je l'ai. Virile, fille virile, depuis que je suis gamine. Maman sait que je suis masculine, une fille virile, une fille virile. Pareil que je me sape comme un garçon, que j'ai de la poigne comme un patron. Je pars à la guerre, je défends mon frère, je fais des affaires comme un garçon. Mais moi je bosse comme une fille, je suis patronne comme une fille. Je défends mes droits, je peux les perdre comme les autres filles. C'est pas mon genre comme un garçon de me laisser faire, mais comme une fille on m'a appris à toujours me taire. Rentre pas trop tard comme une fille, change de trottoir comme une fille, marche plus vite comme les autres filles. Ici je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers. Quelle importance si je l'ai. Virile, fille virile, depuis que je suis gamine. Maman sait que je suis masculine, une fille virile, une fille virile. Maman sait que je suis masculine, une fille virile, virile, fille virile, depuis que je suis gamine. Maman sait que je suis masculine, une fille virile, une fille virile. Parlons de votre livre, Les dinosaures rêvent-ils d'Hollywood, aux éditions X. Alors, vous vous focalisez sur les dinosaures pour décrire et pour prouver la culture du viol. Et alors ça, comme j'ai dit tout à l'heure, on en parle pas mal dans l'instant culte. Hein, on traque les moments gênants. Et pour nous, en tout cas pour l'émission l'instant culte, je salue mon collègue James, Florent et Mathieu. Pour nous, c'est le système capitaliste et patriarcal qui fait prospérer cette idée-là, qui la vend, quoi. L'air de rien. En sous-texte, elle est là dans beaucoup de films. Et vous nous la racontez à travers les dinosaures. Pour moi, elle est partout. Pourquoi vous avez choisi les dinosaures? Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette symbolique? Ah oui, bonne question. C'est ça, c'est la surprise intense. J'étais, je crois, je devais être à la librairie d'histoire du Muséum d'histoire naturelle, et il y avait des tas de figurines de dinosaures de toutes sortes. Il y avait des herbivores, et tout à coup, il y avait le carnivore. Je me dis, mais c'est pas possible. Tous les herbivores ont la bouche fermée. Les carnivores ont la bouche ouverte. C'était des figurines en résine ou en plastique, je sais pas. Et qu'est-ce que c'est que ça? D'un seul coup, c'est comme d'un seul coup, on est, je sais pas comment dire, assembrada. Enfin, on est stupéfait par quelque chose, stupéfaite. Ça nous traverse. Et c'est pour ça aussi le codicille du bouquin qui s'appelle Salut les primates. C'est venu parce que c'est un codicille sur l'équilibre, le soi-disant équilibre homme-femme parfait 50-50, etc. Où je suis tombée sur des articles qui prouvaient que par
passé, on avait un quota qui était de l'ordre de 25 femelles humaines pour un mâle humain, et que c'était pas du tout du 50-50 comme on fait maintenant, et que ce 50-50 qu'on admet comme étant l'idéal, eh ben n'était peut-être pas si idéal que ça. Oui, et c'est vrai que j'étais dans le RER et tout à coup je me suis dit, mais est-ce que j'ai besoin de tant d'hommes? Est-ce que moi, c'est d'un seul coup, c'est renversement du point de vue, le fameux POV, comme disent les jeunes, voilà, le renversement de point de vue, au lieu de se dire de façon complètement abstraite, ah oui, il y a les hommes et les femmes, il y a tant d'hommes, tant de femmes, c'est normal, il y en a autant d'un que l'autre. D'un seul coup, j'étais le sujet, ce qui est rare hein, dans une position féminine de sujet, c'est toujours difficile d'y accéder. Et d'un seul coup, en tant que sujet, je me disais, mais est-ce que j'ai besoin d'autant d'hommes? C'était comme si j'étais une femme du temps jadis, qui était revenue, je ne sais pas, des millénaires en arrière, au temps où il y avait peu d'hommes et où ils devaient être absolument adulés, adorés, traités comme de véritables mascottes. Enfin, ça devait être très très bien pour eux d'être très rares. Et j'ai pensé d'un seul coup à toutes ces choses étranges liées aux animaux, où la quotité, la parité homme-femme, ou plutôt lézards et lézardes, ou gibbons et gibbonnes, etc., conduisaient à des catastrophes écologiques. Et je suis tombé sur un article d'un chercheur à Ulm qui travaille sur les lézardes, justement. Alors, il avait fait plusieurs expériences. Il a mis des lézards ensemble, alors des femelles, des mâles, tant de femelles. Il avait dit, tiens, dans la nature, il y a plus de femelles que de mâles. Essayons d'en mettre autant. Et il s'est rendu compte que c'était une catastrophe. Et il a dit, ben voilà, l'espèce humaine finira pour ça, parce qu'elle a trop de mâles par rapport aux femelles. Et c'est ce qui se passe en Inde, où ils ont détruit combien de femmes potentielles ont été détruites en Inde, en Chine, en Asie, à cause des dots, à cause des systèmes sociaux débiles. Il y en a des milliers et des milliers, on parle de millions de femmes qui manquent. Et du coup, c'est une catastrophe pour celles qui restent, quoi. Alors là, pour le coup, le viol, la violence, la destruction, c'est absolument épouvantable pour les femmes. Donc quand elles sont trop peu nombreuses et qu'il y a trop de mecs, le résultat est là. Donc ça, c'est des propos un peu amusants, disons. C'est pas très sérieux, c'est basé sur des articles scientifiques qui me sont un peu tombés dans les mains alors que je suis pas spécialiste. Donc j'ai présenté ça comme un essai fiction. C'est-à-dire, je ne cherche pas une réalité scientifique, j'invite simplement à la réflexion sur tout ce qu'on considère comme absolument acquis et qui ne l'est peut-être pas, pour peu qu'on se penche sur un certain passé où peut-être ça se passe pas comme ça, quoi. Ça se passait pas comme ça toujours. C'est toujours la même idée. Est-ce que ça c'est la seule façon d'en sortir? Pareil pour le réalisme patriarcal et le réalisme capitaliste. La seule façon d'en sortir, c'est sans doute de se dire, mais est-ce que ça s'est toujours passé comme ça dans le passé, ou est-ce qu'il n'y a pas eu autre chose? Bon, dès qu'on sait qu'il y a eu 25 femelles humaines pour un mâle humain, on se dit, bon, ben, cela a été. Donc, ça se passait comme ça. On peut y réfléchir. Après, on peut considérer que c'était un harem, parce qu'on est patriarcal, alors on n'imagine pas autre chose qu'un harem. On peut considérer que c'était un moment pénible pour l'humanité, que c'était un goulet d'étranglement. On peut considérer que si que ça, on peut toujours élaborer des hypothèses, mais le tout, c'est de réfléchir au fait que d'un seul coup, on remet en cause quelque chose auquel on n'avait jamais pensé. C'est voilà, autant d'hommes que de femmes, ça va de soi. Ben non, ça va pas de soi. Ça n'a pas toujours été comme ça. Donc c'est qu'un exemple, hein, c'est qu'un exemple. Mais bon, ça en dit long. Ouais. Ouais, vous parlez de ça dans la conclusion de votre livre, dans le dernier chapitre. J'aime beaucoup vos réponses parce que d'abord elles répondent à 2-3 questions que je voulais vous poser, mais que je vais quand même vous poser. Vous n'y échapperez pas. Mais allez-y, posez-moi vos questions. mais je trouve que ça prouve en fait qu'il y a une logique dans la pensée, quoi, et que tout est logique et que tout coule de source. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est ouais, c'est logique, quoi. C'est il y a rien d'autre à dire. Il fallait réfléchir un peu mieux, j'ai envie de dire. Et ça coule de source, quoi. Bref, je ferme ma parenthèse. Je voulais vous poser justement la question de comment vous avez travaillé sur le livre. Alors vous y avez répondu. Hein. Est-ce que c'était le sujet qui vous était tombé dessus, ou vous avez écrit plusieurs notes au fil des années et puis vous vous êtes dit, bah, tiens, voilà un sujet. Donc
J'ai Ah compris oui, que la façon c'était, dont on travaille sur un sujet. Ça, c'est très bizarre. C'est-à-dire, parfois, on travaille sur un truc, comme une folle, et puis rien. Mais ça arrive, on accumule des notes, des machins, et puis, pétard mouillé, ça disparaît. Et là, les dinosaures, au contraire, c'était, une sorte d'amusement parallèle à mon travail, et notamment, j'avais suivi les cours, en anglais de l'université dans le Montana ou d'Atlanta, je sais plus, mince, j'ai oublié. Bon, dans les lointains pays du Canada bourrés de dinosaures, dans les Badlands de lointaines. Et j'avais suivi des cours donc sur internet, où on racontait ce que c'était que les dinosaures, et j'avais découvert là que c'était pas du tout ce qu'on croyait. C'est-à-dire que cette image qu'on avait des dinosaures, elle correspondait à rien. Les dinosaures avaient des plumes, ils étaient couverts de plumes, ils étaient, beaucoup plus gras qu'on croit. Enfin, on les représente toujours comme si c'était que des os, vous voyez? Comme si on mettait de la peau sur des os, qu'ils étaient, pas du tout pareils. Enfin, c'est-à-dire que d'un seul coup, toutes les bêtises qu'on croyait sur les dinosaures à travers les films, à grand succès, et cetera, c'était pas vrai. D'un seul coup, on voyait une poule, on voyait des oiseaux, alors j'ai découvert le livre de Baker qui m'a enchanté, ça s'appelle Le Ptérodactyle rose, et ça a été traduit en français. Et c'était un mec marrant, lui, il avait un petit chapeau de cow-boy, et il s'était comment dire, alors lui, il était à fond sur les T-Rex. Le T-Rex est américain. Oui, il faut bien mentionner ça, hein. Le T-Rex, c'est un hasard, mais sa terre d'élection, si j'ose dire, c'est l'Amérique du Nord. Alors évidemment, à l'époque, il s'en fichait de l'Amérique du Nord, bien évidemment, mais quand même, c'est pas un hasard si après il y a eu, enfin, j'y vois pas un hasard, quoi. Bon, je dis pas que Trump est un T-Rex, mais quand même, je le dis quand même. Bon, bref. Mmh. Alors, toujours est-il que ce sujet, ça a commencé comme ça par des stupéfactions par rapport à ce qu'on croyait sur les dinosaures, qu'ils étaient très féroces, l'idée qu'ils avaient des plumes, c'était incroyable. Enfin bon. Et puis, du coup, j'ai commencé comme ça. Et puis après, peu à peu, j'ai découvert que ça me menait à une espèce de culture pour garçons religieuse, basée sur le monde d'avant horrible, avec des bêtes atroces qui s'entretuaient de façon horrible. Et après, il y avait Dieu merci, la religion avec Adam au sommet de la pyramide, et qui montrait à Ève le chemin. Enfin bon, on avait toute cette idéologie, et plein de petites revues pour garçons, du Camille Flammarion, etc. Des tas de bouquins de cette époque-là, toujours à vocation de... Il y avait une sorte de portrait du jeune garçon scientifique qui allait s'intéresser aux dinosaures, et j'ai fait le lien avec ce qui se passait actuellement, à savoir le petit garçon et le dinosaure comme figure récurrente du monde du jouet, tout simplement, hein, les garçons, les dinosaures, etc. Il m'a semblé que tout ça, ça se tenait. Et effectivement, à mon avis, ça se tient. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de socle d'héritage du 19e, qui a très très religieux, masculin, etc., qui a conduit finalement à l'état actuel du rapport qu'on a aux dinosaures. Donc du coup, le sujet a pris tournure. Parfois, les sujets prennent pas tournure, hein. Parfois, rien ne se passe. On a une idée, on essaie de la développer, et puis rien. C'est-à-dire que ça devient descriptif. Bon, on laisse tomber. Vous voyez, c'est OK. comme ça. Oui, oui. Donc c'est comme ça qu'on avance, hein. Et moi j'ai mis longtemps, hein, j'ai mis plusieurs années, parce que c'était en pointillé, en quelque sorte. D'accord. Il fallait, Plusieurs années à il fallait- écrire le livre? oui, non pas pour D'accord. écrire, mais pour se renseigner, parce il fallait aller un peu du côté des sciences. Et ça, en France, soit on est littéraire, soit on est scientifique dans les études classiques supérieures. Et cette division, c'est tout à fait bizarre, hein. Et du coup, là, je m'aventurais à travers une phrase peut-être prononcée par Donna Haraway Donna Haraway, c'est une philosophe américaine qui a beaucoup travaillé sur disons sur le féminisme, allez hop, pour aller vite, mais c'est pas vrai, hein, c'est pas ça. Elle a travaillé sur beaucoup de choses, elle a beaucoup réfléchi, mais elle disait que c'est assez curieux de voir que les hommes noirs, les femmes noires et les femmes blanches, en général, sont exclus de l'aristocratie scientifique des mecs blancs, qui correspond de surcroît à l'indice de supériorité, si j'ose dire, dans nos sociétés occidentales.
plus on est un mec blanc et qu'on est matheux, en gros, matheux ou physicien, plus on a des carrières brillantes et beaucoup d'argent. C'est très valorisé. Alors que les filles, les noirs, hommes et femmes, et les filles blanches restent sur la touche. Donc je me suis dit, bon, en tant que femme blanche, il faudrait peut-être se mettre un peu aux sciences, même si ce sera à la manière autodidacte. C'est-à-dire, c'est toujours un peu bizarre, les autodidactes, hein, on est bien d'accord. Les autodidactes disent beaucoup de bêtises, mais ils disent aussi des choses naïves parfois qui peuvent, qui sait, soulever un peu ça peut faire levier. Donc j'ai commencé un peu à m'intéresser à ça, parce que les dinosaures, c'est un sujet scientifique, hein, c'est pour les garçons, bien sûr. Vous voyez l'idée. Donc les filles qui s'intéressent aux dinosaures, déjà, bon, c'est un peu bizarre. Les vieilles dames qui s'intéressent aux dinosaures, c'est encore plus bizarre. Donc voilà. Voilà l'idée, quoi. C'est comme ça que c'est le livre. Ouais. De mémoire, vous parlez de l'histoire de Marie Anning ou Manning. J'ai oublié le nom de la scientifique, c'est Oui. Marie Anning. Oui, alors elle, c'est terrible, ça, cette histoire. Oui, oui. Parce que c'est une petite fille pauvre qui ramasse des fossiles, qui a un talent fou pour trouver des fossiles. Elle a trouvé parmi les fossiles les plus extraordinaires, et plusieurs fois, hein, c'est-à-dire qu'elle a trouvé déjà un fossile extraordinaire, et puis après, elle a continué, et elle n'a jamais été admise à la société londonienne des mecs, enfin comment dire, des types habituels, voilà. Elle n'était pas admise. Alors à la fin, elle a été malade quand elle était adulte. Elle a eu un cancer du sein. Et ils ont quand même fait une souscription pour elle, les mecs. Ils lui ont donné de l'argent. Ça l'a pas sauvée. Elle est morte de ça. Mais c'est le contraste entre une gamine pauvre qui doit ramasser des fossiles pour les vendre, hein, c'était pas du tout pour le plaisir, et des scientifiques de haut niveau et qui appartiennent à des sociétés anglaises très sélectes, avec des clubs, enfin, qui sont entre soi. Hein, c'est vraiment un entre-soi. C'est aussi l'entre-soi de Darwin, hein, si on veut, parce que quand on y pense, la famille de Darwin, quand on pense à son grand-père Erasmus Darwin, il baignait là-dedans, quoi. C'est des gens qui, elle baignait dans rien du tout, hein, la petite. Hein. Marie Anning, elle baignait dans rien. Elle était une pauvre gamine, quoi. Et c'est frappant, quoi. Et c'est devenu une des découvreuses de fossiles les plus extraordinaires qu'on ait connues, quoi. Il y a même un bouquin, hein, de Tracy Chevalier, l'américaine, qui écrit des livres féministes, des romans féministes c'est bien, hein, ce qu'elle fait. C'est des romans féministes grand public, et il s'appelle Prodigieuse créature, et il raconte l'histoire de Marie Anning, en fait. C'est son histoire. Okay. Voilà. Bah super. C'est une des nombreuses choses que j'ai apprises en lisant votre livre. Comme je le disais en introduction, l'air de rien, c'est une vraie somme, votre livre, qu'on apprend pas mal de choses, et notamment on a plein de conseils de lecture pour parfaire sa culture. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. J'aimerais bien c'est mon paradoxe. C'est mon paradoxe. Pourquoi paradoxe? Parce que j'ai une formation très très traditionnaliste de concours, ENS, prof, machin, thèse, articles scientifiques, etc. C'est-à-dire, c'est toute la difficulté d'être à la fois hyper sérieuse et puis de sortir un peu des sentiers battus. C'est pas toujours évident d'allier les deux, mais c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire. C'est pour ça. C'est ce que j'ai essayé de faire, voilà. Bon, c'est réussi. J'ai même une preuve, mais je tease, j'en parlerai plus tard. D'accord, teaser. Oui. Masculin, assassin. Masculin, assassin. La vendetta du con, c'est la mort du couillon. Qu'on en parle tous les mâles. Ni pardon, ni manif. Assez parlementé. Vive la lutte armée. Ah bah, le sexe fort. À mort, à mort, à mort. Ah bah, le sexe fort. À mort, à mort, à mort.
assez parlementer. Vive la lutte armée. Assez parlementer. Vive la lutte armée. Qu'on en parle tous les mâles et qu'on charge les psychiatres. Vive la lutte armée. Assez parlementer. Je veux bien qu'on revienne sur le terme d'essai-fiction. Parce que c'est la première fois que je lis un livre avec écrit essai-fiction. En fait, j'avais pas vu que c'était mentionné sur la couverture. Je m'en suis aperçu après. Et au début, ça m'a un petit peu dérouté, essai-fiction. Et je voulais vous demander justement pourquoi vous avez choisi l'essai-fiction. Et vous avez répondu tout à l'heure. Dites-moi si j'ai bien compris. Vous avez choisi l'essai-fiction justement parce que ça parlait de choses scientifiques entre guillemets et que vous aviez besoin d'un espace pour imaginer j'allais dire les connaissances scientifiques trop pointues. Est-ce que c'est ça ou est-ce que j'ai mal compris? Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est quand on s'aventure en tant qu'autodidacte dans un espace où on sait que la force de l'autodidacte, c'est sa prodigieuse naïveté et qui sert d'un seul coup, on dirait qu'on appuie sur une planche et que, vloum, la planche, elle saute à la figure. Enfin, ça, moi, j'ai été frappé parce que j'ai vu des autodidactes dans ma carrière. Ils avaient ce pouvoir de mettre le doigt sur certains trucs auxquels on n'avait absolument pas pensé en tant que chercheur patenté, etc., etc. Donc ça, c'est vrai. Donc c'est pour ça fiction, parce que on s'aventure du coup dans les terrains de la fiction, c'est-à-dire on n'est pas du tout sûr d'un point de vue scientifique de ce qu'on dit. Et ça n'a pas d'importance parce que si c'est pas vrai, il y aura des gens qui le diront. Il y aura des gens qui écriront à l'éditeur en disant non, c'est pas vrai, etc. Et on y réfléchira et on avancera sur le sujet. Mais il faut pas se frustrer constamment en disant non, 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 je ne suis pas spécialiste. Parce que ça, c'est un peu le problème de la fac, c'est de constamment devoir se cantonner dans son espace propre et de pas avoir le droit de parler d'autre chose. C'est comme si, parce qu'on avait acquis une espèce de savoir assez précis sur un sujet, il fallait se contenter de ce sujet. C'est assez frappant, hein, alors que la réalité des choses fait que ça devient impossible aujourd'hui. Avant, à la fac, vous pouviez être spécialiste, je sais pas, je dis du vocabulaire exotique utilisé par Rimbaud, pour prendre un exemple, et du coup, vous parliez à peine au type qui était spécialiste de la strophe chez Rimbaud. Alors que maintenant, avec la réduction du nombre d'enseignants, l'appauvrissement terrible de la fac par le jeu des suppressions de postes, suppression d'argent, suppression de financement, maintenant, et c'est ce qui est arrivé à Villetaneuse de plein fouet quand j'étais prof là-bas, on était prof de tout. Les gens m'ont demandé, mais quelle était ta spécialité? C'était tout ma spécialité. On faisait à la fois les cours d'art plastique, les cours d'histoire de l'art, les cours de littérature, on faisait le master professionnel, on a appris sur le tas des tas de trucs, notamment le graphisme, la PAO, un peu d'architecture intérieure, comment installer une expo, on a appris tout ça. On apprenait autant que les étudiants au fur et à mesure, et c'est devenu, on a été peut-être les premières en France à vivre comme ça, pendant que les autres à la Sorbonne, ils continuaient à être spécialistes de la pâte à vendre de la mouche du Bengale entre 1830 et 1845, enfin pour caricaturer. Donc finalement, l'idée de la spécialisation, c'est très curieux parce que quand même au XVIe siècle, on considérait au contraire que plus on avait un esprit ouvert et plus on s'intéressait à toutes les sciences, mieux c'était. Et ben non, maintenant, ce qui est valide, c'est d'être hyper spécialisé et d'avoir un discours du coup, donc qu'inventer pour pouvoir placer un discours qui ne soit pas un discours de spécialité, mais où on est quand même on s'arroge en quelque sorte le droit d'essayer de parler d'autre chose. Et c'est comme ça que m'est venu le terme d'essai-fiction. C'est-à-dire essai parce qu'on avait travaillé sérieusement, parce qu'on avait lu les articles scientifiques avec nos petits moyens, mais fiction parce qu'on s'aventurait sur un terrain qui n'était pas celui de la fameuse science dont on nous rebat les oreilles. Alors, reste à savoir si la littérature est une science. C'est un peu un problème quand même, hein.
On nous a imposé ce discours à la fac, ce discours de la science comme discours supérieur. Je suis tout à fait d'accord que l'étude des prokaryotes, ça c'est de la science, la médecine, tout ça, la physique, l'astrophysique, mais alors la littérature, je doute. Bon, et pourtant, elle a été chapeautée, mise en coupe réglée sous l'égide de la science aussi. Donc, toutes ces petites aberrations qui sont aussi au cœur du système de la fac, ça permettait de... C'est comme ça que ça m'est venu, ce terme essai-fiction, pour oser parler de quelque chose qui n'était pas forcément euh, légaliste, j'ai presque envie de dire, par rapport aux exigences dites scientifiques qu'on pouvait quand même remettre en cause dans le cas de la littérature. C'est ça, quoi. Ok. C'est fou, hein, parce que j'entends votre réponse et je trouve qu'il y a quand même un certain paradoxe, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de références dans votre livre. Enfin, vous dites, vous n'avancez rien qui n'est pas prouvé, en tout cas, et il y a une logique de paragraphe et de chapitre en chapitre. Donc, je trouve ça assez paradoxal. Et je vais vous dire la vérité. Moi, ce qui m'a convaincu de quitter la bibliothèque et d'aller acheter le livre, c'est la lecture de l'introduction. Je vais la lire d'ailleurs, tiens, enfin pas toute, le début. Ah, c'est la grande mode, les lectures. Exactement, ouais. Ça commence comme ça. La culture systémique du viol préside à l'organisation de nos sociétés occidentales. L'objet de ce livre est de montrer qu'elle irrigue aussi tout un pan de la culture pop, celui des dinosaures en littérature et au cinéma. Voilà commence le livre. C'est par une introduction de 3-4 pages qui est très... je vais encore utiliser ce mot, mais n'y voyez aucune connotation péjorative, qui est très rentre-dedans. Vous dites voilà ce qu'on va faire. On va parler de ça. Je vais vous prouver ceci. Et basta, attachez vos ceintures et on y va. Et à la fin de l'introduction, vous nous dites que voilà, que l'essai, il est encadré de 2 fictions et d'un interlude. L'interlude, c'est vous en avez parlé tout à l'heure au tout début d'entretien sur la scène de Jurassic Park avec l'homme et la femme, l'homme qui force la femme à regarder dans une certaine direction. Et donc on a les 2 fictions. La fiction à la fin, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est sur il y a tout un tas de petites scénettes sur le nombre de femmes, le nombre d'hommes, etc. Et moi, quand j'ai lu vraiment le premier chapitre, pour dire la vérité, le premier chapitre m'a un petit peu dérouté. Il m'a dérouté parce que de temps en temps, je savais pas qui parlait. On a des phrases, je sais pas qui les prononçait. Ah oui, etc. c'est une sorte de dialogue. Oui, c'est voilà. une sorte de dialogue introducteur. Oui. C'est comme un dialogue de cinéma. Oui, effectivement. C'est un dialogue entre 2 personnes dont on ne sait pas qui elles sont. Mais c'est le jeu, en quelque sorte. Mais c'est comme une fiction. Ouais. Oui. Mais j'ai mis du temps à comprendre ça. Par exemple, il y a mon fils de 5 ans, son dino préféré, c'est le tyrannosaure. Bien sûr, c'est le plus fort, le carnivore suprême. Si je suis absolutiste, non, j'apprécie la démographie, mais il faut un homme fort à la tête d'une nation, n'est-ce pas? Il y a des petits moments comme ça qui m'ont dérouté. Et le paradoxe, il est que en même temps, à l'intérieur de ce chapitre qui est présenté comme une fiction, il y a des infos, j'allais dire béton. C'est pas le terme exact. Oui, il y a une pensée et il y a des infos. Et je me suis dit, est-ce que ce recours à la fiction, il m'a pas dénaturé mon premier chapitre. Je l'ai abordé d'une certaine façon. Je m'y suis perdu et ce que j'ai appris, je me suis dit, mais est-ce qu'il est passé à l'as dans ma tête ou pas? J'ai vraiment eu du mal avec ce premier chapitre, surtout que après tout ça, je l'ai pas retrouvé dans les autres chapitres précédents. Ah oui, parce qu'il est ironique. Oui, c'est de l'ironie. Eh ben effectivement, c'est le problème de l'ironie. L'ironie, il n'y a pas de marqueur. On peut pas savoir. Et c'est vrai que si on prend un vieux texte du temps jadis qui dit il faut tuer tous les Irlandais, comme ça il y aura plus de problème de famine chez les Irlandais, on ne sait jamais si en l'an 3000 les gens croient que c'est vrai. Vous voyez, il n'y a pas de marqueur. L'ironie, on peut pas savoir. Et effectivement, c'est très ironique. Ce chapitre introductif est ironique, mais
il faut faire? Faut dire attention, ironie, c'est Ah bah pas non. évident, hein. L'ironie n'est pas une. Mm. C'est vrai que bon, c'est pas facile à manier et ça, je suis d'accord que j'aurais peut-être pas dû commencer par quelque chose d'aussi ironique. Mais bon, maintenant c'est dit, hein. Le début, c'est Oui, oui. ironique. Voilà. Mais Attention, ironie. Tu as ouais. inventé un panneau spécial Ouais. à Mais mettre sur faut la faire confiance au lecteur. Mais vous voyez, c'est Oui. avec le deuxième chapitre que je suis revenu au premier chapitre et où j'ai vu le basculement. Ouais. Mais de passer d'une introduction au premier chapitre, une introduction qui est limpide, etc. J'ai eu effectivement un petit peu de mal. Et notamment dans le premier chapitre, on apprend un truc que moi je ne savais pas. Vous racontez que le paléo-artiste Ron Séguin, il a reconstitué un humain, quoi, un humain dinosaure, on va dire. Oui. J'ai oublié le mot que vous citez, le mot exact. Vous m'excuserez. Comme si s'il n'y avait pas eu la comète, l'astéroïde, Oui. comment auraient évolué les Ah. dinosaures? Ils seraient devenus humains, ils seraient devenus reptiliens, d'où la fameuse théorie du complot. Ça, je ne savais pas et je l'ai appris entre autres dans le premier chapitre. Oui, oui, là, c'est ce qu'on pourrait appeler la théorie du troodon. C'est alors je prononce troodon, je sais pas, c'est peut-être troodon, enfin, j'en sais rien, mais il y a eu un dinosaure à la toute fin de cette histoire, effectivement, jusqu'avant qu'ils se prennent l'astéroïde, ça figure. Mais c'est pas seulement l'astéroïde, hein. Ils sont aussi pris les trappes du Décan, qui étaient des tonnes et des tonnes de lave en fusion. Ça, c'était affreux. Il y a eu un volcan qui a duré, je sais plus, ça, X millions d'années, je sais même pas. Bon, bref, la Terre était en feu. Il y avait pas que mais enfin bon, il y a eu à cette période ultime des dinosaures un dinosaure particulièrement intelligent. Alors on le sait grâce à des études qui ont été faites par les paléontologues, et il s'appelait Troodon. Et du coup, cette imagination que ce dinosaure aurait pu se développer et donner un humain, il n'y a aucune raison, évidemment, il n'y a aucune raison scientifique, si j'ose dire, qu'on devienne des reptiles. Enfin, on est des mammifères et on vient des poissons, hein, on vient pas des dinosaures, on vient de Acanthostega, avant elle, le célacanthe, avant Picaya, la première de cordée, si je veux dire, c'est la première bestiole qui a une notocorde, c'est-à-dire une colonne vertébrale avec un petit cerveau au bout. Enfin, donc on vient plus d'un poisson que d'un reptile. Et en fait, par exemple, il y a le bouquin de Neil Shubin qui s'intitule My Inner Fish, et ils ont traduit Au commencement était le poisson. Ils n'ont pas traduit Mon poisson intérieur, parce qu'ils ont eu peur que les lecteurs se disent mon Dieu, quelle horreur, nous avons un poisson à l'intérieur de nous, nous sommes un poisson, quel cauchemar. Mais enfin bon, tout ça c'est de l'imagination, considérer que le troodon aurait pu donner l'humain, et du coup ça donnait un humain effectivement tout à fait. Alors il y a cette sculpture, hein, du troodon transformé en humain, où il donne les reptiliens, quoi, le fantasme des reptiliens. Alors ça, c'est toute une histoire, un mammifère et reptile. Il y a des tas de choses là-dessus, hein. C'est un grand fantasme de la pop culture, ça. Les mammifères et les reptiles. Il y a rien de plus horrible pour un mammifère qu'un reptile. Il y a en même temps cette histoire de Becky Chambers dans l'écrivaine extraordinaire venue de Californie, qui écrit notamment L'espace d'un an, dans lesquels on assiste à une liaison amoureuse entre une reptilienne, il n'y a pas de doute, c'est une reptile, et une humaine. Donc il y a vraiment des tas de choses dans la culture pop sur ce thème, et notamment les reptiliens. C'est follement amusant. C'est l'idée que certaines de nos dirigeants seraient des reptiles cachés qui appartiendraient à un ordre secret, etc. C'est très très drôle, et ça a été des choses qui ont été ça relève d'une sorte de. C'est intéressant de voir comment se manifestent des fantasmes comme ça dans la culture pop, des fantasmes récurrents, et on trouve ça même chez des tas de très très anciens, enfin j'ai très anciens auteurs de science-fiction, ils sont pas si anciens que ça, ils datent des années 30 ou des années 50, comme je sais pas, Surgeon, des gens comme ça, j'ai oublié un peu, mais qui traitent de tas de reptiles qui voudraient nous dominer. Enfin, il y a tout un fantasme là-dessus, quoi. C'est pour ça que c'était amusant de voir cette sculpture qui est exposée, je sais plus où, au musée de Chicago, je crois. Enfin, elle est exposée, non pas à Chicago, je sais plus où. Mais enfin, toujours est-il que vous vous rappelez où elle est exposée, cette sculpture?
à Ottawa, au À musée de la Ottawa, oui, nature. oui. Oui, oui, à Ottawa, donc au Canada. C'est voilà, c'est au musée d'Ottawa. Et c'est une sorte de projection, un peu comme le bouquin sur les créatures futures, là, les animaux du futur de Steyer, Jean-Sébastien Steyer, qui parfois écrit simplement Sébastien Steyer. Il a écrit un bouquin à la fois très solide, Les animaux du futur. C'est très solide scientifiquement, voilà ce que ça pourrait devenir, et en même temps, là aussi, on s'aventure dans l'essai-fiction. C'est-à-dire l'animal, il est à la fois potentiel, comment dire, il obéit aux lois de l'évolution telles qu'elles ont été scientifiquement établies, et en même temps, il n'existe pas techniquement, il est imaginaire. Donc ce bouquin, il a inventé les auteurs, enfin, le graphiste et l'écrivain, Steyer en question, ont inventé des animaux qui pourraient être et qui peut-être seront dans un futur plus ou moins lointain. Enfin, pour l'instant, ils n'existent pas. C'est à la fois solide et fictionnel, vous voyez. C'est ça. Oui, je vois. Et puis c'est parsemé d'humour. Alors j'ai noté une blague moi qui m'a fait rire quoi. Je vais la lire. Hein, je suis désolé, je vais spoiler pour les gens. Tant pis pour vous. C'est page 138. Eh ben, vous savez quoi? Non, je vais pas la lire. Faudra que vous la découvrirez dans le livre. C'est page 138. Vous n'aurez qu'à lire le livre. Tant pis pour vous. Je swipe Pas pas. mal, bravo. Alors du coup, j'ai une question sur l'écriture du livre, de tout ce qu'on vient de dire là. J'ai une question sur comment vous avez choisi votre style. Est-ce que, comme je pense, c'est votre style, hein, on vous entend parler de tout à l'heure, on sent bien qu'il y a la même énergie dans vos mots que vous les prononcez à l'écrit ou à l'oral. Donc, est-ce que c'est ça l'écriture de votre livre, ou est-ce que ça découle de j'allais dire de votre côté humble entre guillemets. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez choisi le terme essai fiction parce que vous étiez autodidacte et que donc vous avez ajouté de l'ironie dans votre livre. Quelle est la bonne réponse, s'il y a une bonne réponse? Je dirais que j'aime bien écrire comme on parle, parce que surtout le français est une langue qui a sa langue écrite et sa langue orale. Et du coup, la langue écrite, elle devient extrêmement pompeuse, complexe, alors que la langue orale ne l'est pas. Et finalement, j'avais remarqué assez vite, c'est peut-être aussi l'influence des gens qui travaillaient dans les agences de graphisme, de trucs comme ça, où ils avaient la méthode dite du ping-pong, hein, le Bill Bernbach. C'est-à-dire que deux créatifs, mettons quelqu'un qui est graphiste et quelqu'un qui fait la rédaction, se mettent ensemble pour élaborer le concept. Au lieu d'être tout seul avec sa fameuse feuille blanche, les gens se mettent à parler l'un à l'autre et 2 plus 2 égale 3. Non, pas 3. 1 plus 1 égale 3. Vous voyez, il y a plus de... et cette fait que les gens se parlent l'un à l'autre crée ça. Et j'avais remarqué que quand je racontais des choses aux gens, ils comprenaient mieux ce que je voulais dire que quand j'écrivais, suivant tout ce qu'on m'avait appris de traditionnel, à savoir la dissertation en 3 parties, thèse, antithèse, foutaise, comment dire, au début, de présenter la chose sans brûler ses vaisseaux, comme si tout le monde avait beaucoup de temps. Alors on présente. Non, entrer directement dans les choses, in medias res, comme on dit, c'était beaucoup mieux. Donc finalement, écrire comme on parle, c'est un peu le principe. Ça a été un peu mon principe. Donc c'est vrai que c'était l'idée de base de la façon d'écrire, ne pas tomber dans cette tradition française du préambule infini, comme si les gens avaient tout le temps. Les gens n'ont pas tout le temps. C'est ça aussi. Le manque de temps, peut-être un côté un peu pressé, un peu accéléré. On n'a pas le temps de lire des intros infinies, chiantes, gna gna gna. Il se pourrait qu'on parle nous allons dans un premier temps élaborer l'idée suivant laquelle... Non. On y va direct, comme on parle.
Donc ça donne un style parlé, hein, c'est tout simple, hein. C'est un style oral. Ok, super. Bah, ça a super bien marché avec moi, je vous le dis. Ah, je suis content. Merci beaucoup. C'est chouette. Dans votre livre, vous parlez aussi de l'anthropomorphisme, ou plutôt comment on a prêté des sentiments humains aux dinosaures et comment on les a rendus humains. Et pire, comment on les a utilisés pour prouver que les hommes forts avaient raison, entre guillemets. Vous l'avez dit, hein, le T-Rex, il est présenté comme toujours la gueule ouverte, hein, parce que c'est un carnivore, il est méchant, il doit tuer, c'est dans sa nature, donc c'est un homme. Et les herbivores, c'est bouche fermée parce qu'elles elles ne parlent pas, donc ce sont des femmes, c'est faible et il faut les protéger et au pire, elles Vous les servent dévorez, de nourriture. dévorer, ça peut être utile aussi, oui. C'est Mm. des proies. Des proies. Mm. Tout ça, j'avais pas vu. Je l'ai appréhendé avec votre livre. Et ce que j'ai appris, c'est fou, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est Osborne Superstar qui a dénommé le T-Rex, tyrannosaure, par un geste d'un égocentrisme surdimensionné, parce qu'il voulait lui qu'on l'appelle tyran, quoi. Il voulait se voir comme un tyran, donc il a appelé les autres trouvaient, ben voilà, le tyrannosaure. Moi-même, je suis un tyran. Je trouve ça tellement, il y a un côté un petit peu touchant, j'avoue, du petit garçon, je suis méchant, mais c'est tellement fou. C'est tellement marrant. Alors là, Jean Leleuf en parle d'une façon tellement drôle. Il est drôle, hein, le bouquin T-Rex Superstar. C'est drôle, ce bouquin. Et là, il raconte comment Osborne était un type super chiant et extraordinairement tyrannique, même, et qu'il avait inventé ça parce que c'était une projection de son propre ego, effectivement, d'être le tyran absolu, d'être le roi du monde, quoi. C'est ça, je suis le roi du monde. C'était vraiment ça. Et donc c'est amusant comme tout, effectivement, cette façon de faire. Je suis bien d'accord avec vous là, c'est sûr. Ouais, non, c'est rigolo, ça. C'est rigolo. C'est génial. Je vais lire un petit extrait de votre livre. Créer des héroïnes fortes dans le moule patriarcal n'a aucun effet féministe. Pour paraphraser Donna Haraway, en parenthèse, vous nous en avez parlé il y a tout à l'heure, je ferme la parenthèse, elles restent dans le circuit intégré, ce qui les rend structurellement inopérantes. Tant que les scénaristes reprendront le même vieux schéma, au demeurant lucratif, ils continueront, quoi qu'ils en veuillent, à célébrer le modèle dominant. Moi, je trouve cet extrait-là... je l'ai noté tout de suite quand je l'ai lu parce que je trouve que non seulement il est vrai, et je trouve aussi qu'on en sort pas. Vous parlez tout à l'heure que avec Mark Fisher on n'arrive pas à sortir du capitalisme. Là c'est flagrant ce que vous nous dites, hein, on sort pas du patriarcat. Le livre a été écrit en 2020-2021, il me semble, si je me souviens. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, 3-4 ans plus tard, vous faites encore le même constat ou est-ce qu'il y a des améliorations? Est-ce qu'on voit des œuvres un peu plus fleurir des héroïnes hors du système patriarcat ou est-ce que c'est toujours la même, la même merde? Vous m'excuserez du terme. Il y en a de plus en plus. Non, les choses, c'est bizarre, hein. Oui, effectivement, en 4 ans, là, c'est marrant parce qu'il n'y a pas très très longtemps. Je repense à toujours pareil, Becky Chambers et ses héroïnes extraordinaires, mais pas seulement. Il y a plein de choses et qui commencent à sortir mais c'est-à-dire que maintenant c'est bipartite, hein, c'est-à-dire il reste quand même beaucoup de représentations très traditionnelles de femmes proies, de femmes comment les qualifier, de femmes très belles. J'ai pas grand-chose à dire là, je sais pas comment dire si ça a beaucoup. Il y a à la fois de l'évolution et pas d'évolution. C'est vraiment, mais il y en a. Hein, je sais pas, à vrai dire, je sais pas répondre tellement. Et j'arrive pas à répondre à la question. Je suis désolé. Il n'y a pas de problème. Oui. C'est une question un petit peu piège parce qu'on en parle beaucoup nous dans l'émission L'Instant Culte où on reprend des films d'il y a des décennies précédentes et on regarde s'il y a une passe, si en 2025 le film est problématique ou pas. Et on s'est justement dit la question que, on s'est justement fait cette réflexion-là, qu'il y a une plus grosse prise de conscience, mais qui n'a pas encore atteint la création artistique mainstream, on va dire. Mais je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Vous avez cité tout à l'heure, hein, plusieurs créatrices de vidéos et de podcasts qui
qui pointent les problèmes, les vivres aussi. Hein. La semaine prochaine, on reçoit Hélène Fish qui a écrit le féminisme dans le cinéma, une réécriture un petit peu de l'histoire du cinéma à travers le prisme du féminisme depuis les années 60. Super livre. Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience, même si ça n'a pas encore atteint. Oui, c'est ça. Ce qui m'a manqué, c'est des exemples. Quand vous m'avez posé la question, je me suis dit, mais évidemment, j'ai plein d'exemples et pourquoi ne me viennent-ils pas à l'esprit? J'étais en train de penser je me disais, mais il y a des séries dans lesquelles d'un seul coup, il y a des trognes, quoi. Il y a des femmes avec des trognes, par exemple. On n'est plus du tout dans la femme L'Oréal, la femme parfaite, botoxée, ripollinée, maquillée, machinée. C'est plus ça. Et impossible ça ne me venait pas à l'esprit, mais évidemment qu'il y en a, évidemment qu'il y a ça commence, quoi. On commence à sortir, mais je vous dis, c'est comme le béton qui commence à exploser sous l'effet de la rouille, enfin un peu comme si, je pense peut-être à les facs dans lesquelles j'ai travaillé, elles avaient tout un point commun, c'était du béton qui s'était rouillé avec le machin central, la tige filetée qui est au centre, et puis ça suintait de partout, une espèce de liquide rosâtre. Voilà, donc là c'est un peu ça, ça commence à suinter. On peut pas dire que ce soit un discours dominant parce que ça ne l'est pas. Il reste encore des tas de films, de séries, de disques, de livres, pas de disques, le disque, je sais pas, mais les livres dans lesquels on a cette représentation de la femme comme une proie, la femme comme un truc parfait, le male gaze, une femme faite pour être regardée par un mec qui lui dira tu serais mieux avec 4 kilos de trop alors que lui en a 52 de trop. Vous voyez le genre de choses. Hein. La façon de se représenter l'autre. Moi sujet, toi objet. Et donc, toi, objet, doit me plaire en tant qu'objet, doit être utile à moi en tant qu'objet, etc. Je parle comme moi, Tarzan, toi, Jeanne, mais c'est un peu ça l'idée quand même. Non, mais j'ai bien compris. Au moins, c'est clair. J'ai bien compris. Mais oui, non, mais c'est ça, quoi. C'est ça l'idée. Et là, il y a quand même des choses qui bougent. Et le problème, c'est que j'arrive pas à ce que ça me vienne à l'esprit. Vous avez peut-être des références meilleures, parce que là, je suis en train de repasser en tête un certain nombre de séries, de livres, les séries, les films, c'est particulièrement notable parce qu'il y a cette représentation physique. Qui peut, mais par exemple, je sais pas, prenons, puisqu'on parlait de grossophobie, il y a jamais d'héroïne grosse, par exemple, très rarement. Et là, ça bouge, hein. Évidemment, il y a quand même des filles grosses qui s'imposent en tant que grosses et Marie de Berre, etc., qui font rire tout le monde et qui sont très efficaces. Mais bon, pour reprendre cet exemple-là de grossophobie, il y a pas, c'est-à-dire dans les séries, tout le monde est mince et beau. Il n'y a pas, ne serait-ce que cette réalité, la réalité des corps tels qu'ils sont, le fait qu'une femme normale ne peut pas s'habiller, enfin, ne peut pas trouver dans le prêt-à-porter des vêtements adaptés. Par exemple, c'est quand même une réalité. C'est clairement. voilà. Donc, il me semble que le cinéma qui se prétend réaliste, celui qui se prétend réaliste, qui prétend décrire des corps réels, n'a pas encore vraiment franchi le pas de la réalité de ces corps. Je sais pas, prenons un exemple idiot, la dialyse. Combien de films représentent la dialyse, à part le film de George Clooney, Midnight je sais plus quoi, Midi à minuit, j'ai oublié le titre. Vous voyez le film de science-fiction qu'il a réalisé. Oui, il a réalisé un film de science-fiction dans lequel il est sur une base. Au début, il est sur une base scientifique perdue dans la Pampa. La Pampa en question étant un truc arctique. Il est tout seul, il fait des dialyses. Et donc, c'est quelque chose de lugubre. C'est représenté de façon lugubre. Autre histoire de dialyse, dans Millennium, le roman suédois, quelqu'un dit tu es en dialyse donc tu es méchant, la dialyse t'a rendu méchant. Vous voyez comment on n'a pas encore il y a personne n'est handicapé, personne n'est dialysé, personne n'est gros, personne n'est vieux. Il y a encore cette espèce des filles super fines, des bimbos mâles, en veux-tu en voilà. Et la vraie représentation des corps n'est pas encore passée dans le cinéma. Enfin, je crois pas. Enfin, si, à part certains trucs expérimentaux et rompus renvoyés à une grande marginalité, le cinéma mainstream, on n'y est pas encore, quoi. Donc,
Mais je pense qu'il y a quand même des choses qui évoluent et c'est intéressant, quoi. Les choses qui évoluent. Mais j'arrive pas à me souvenir d'un seul exemple. Et je suis Alors, sûr que sur la grossophobie au cinéma, il y a un bon article dans le dernier SoFilm, qui est le magazine, la revue de cinéma qui est paru en novembre-décembre, où on mettra le lien, mais je crois qu'il n'est pas disponible par contre sur Internet. Hein, je vérifierai. Moi, j'aime beaucoup Axe aussi, la série qui a reçu un prix au dernier Golden Globe, il me semble, qui raconte qui suit deux femmes, une de l'ancienne génération entre guillemets, et une de la nouvelle, leur relation, leur rivalité, leur amitié, etc., qui est vraiment vraiment super sur la place des femmes dans l'industrie d'Hollywood. C'est les exemples qui me pop. oui, Allez. donc en fait, on a toujours tendance à considérer l'humain, ce parangon des animaux, hein, comme dit Hamlet, mais en fait, on a quand même un jour découvert on n'était même pas au centre de la galaxie. Et on a aussi découvert que notre reproduction sexuée, qu'on trouvait si extraordinaire, n'était jamais que quelque chose de très coûteux du point de vue de la nature, et que la nature avait plein d'autres moyens de reproduction, et que la généralisation de la reproduction sexuée n'était pas à l'ordre du jour. Donc en fait, finalement, ça invite à une certaine humilité par rapport à l'espèce humaine, qui, comme toutes les espèces, a une durabilité mesurée, quoi, n'est pas forcément très très durable, parce que c'est une espèce et que les espèces ne durent pas forcément très longtemps. C'est pas vrai de toutes les espèces, hein, évidemment, mais en gros, une espèce, elle dure entre 1 million et 10 millions d'années. Bon, sauf les méduses, les requins, enfin, bon, quelques espèces qui, elles, ont duré infiniment plus longtemps. Et quand je dis espèce, ça peut être plutôt genre, enfin, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que on aboutit finalement, quand on y réfléchit, à un très très grand décentrement de l'humain à travers cette question des dinosaures aussi, hein. Alors nous, on s'imagine que les dinosaures sont comme nous, mais les dinosaures, ils sont comme eux-mêmes, couverts de plumes et pas forcément très agressifs et pas forcément en train de bouffer tout le monde à longueur de temps, et que tout ça, c'est une construction culturelle, en fin de compte, patriarcale et antiféministe. Ok, super, merci beaucoup, c'est une belle Merci à conclusion. vous. Et puis à bientôt Vraiment. pour d'autres bouquins.